On est les créateurs de la TVA. Hein. Le monde entier nous a imités. Hein. Moi, je fais fructifier le patrimoine de personne. Moi, j'évite que ton patrimoine soit dilapidé par l'impôt. L'avocat fiscaliste, il arrive un peu comme un médecin urgentiste. Pas de solution miracle pour éviter les taxes. Il n'y a pas de solution miracle. Ah si, la solution miracle, c'est de ne pas gagner d'argent. Ça... Bienvenue Didier, bienvenue dans VRV Patrimoine. Merci. On est content de t'accueillir avec l'équipe. Je suis accompagné de mes acolytes, Nabil, Thibaut. Salut. Voilà. Salut, enchanté. On était très content de te recevoir parce que on se disait que il nous fallait un avocat dans VRV Patrimoine. C'était la base. Donc voilà. On va laisser te présenter, mais juste avant, je vais préciser à l'audience que si vous voulez continuer à avoir des gens de qualité derrière le micro, il faut s'abonner, il faut liker, il faut laisser des commentaires. D'ailleurs, si vous laissez des commentaires, on va essayer de répondre à tous les commentaires. D'accord ? On va répondre à tous les commentaires, tout simplement, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et partagez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que on fait venir des gens qui sont experts dans leur domaine et vont essayer de nous donner le maximum de valeur. Donc voilà. Merci beaucoup Lionel pour cet accueil, merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Didier Okpo, je suis avocat fiscaliste et mon métier c'est d'aider les dirigeants, en tout cas les personnes qui sont contrôlées par le fisc à s'en sortir le plus indemne possible, c'est-à-dire en perdant le moins de plumes à l'issue du contrôle. Donc tu as un peu, j'allais dire, le justicier des entrepreneurs et des patrons qui ont omis ou peut-être fait maladroitement, parce que c'est toujours maladroitement, toujours maladroitement, c'est toujours des petites erreurs qui vont les emmener des fois en contentieux face au fisc. C'est ça, en fait, on va dire que j'aide ces personnes-là à se faire comprendre de l'administration fiscale parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, le problème c'est que l'administration fiscale, elle peut arriver avec des préjugés. Elle peut arriver avec un biais. Moi aussi, j'ai un biais, mais le biais de l'administration fiscale, c'est celui selon lequel le contribuable, lorsqu'il agit, bien souvent, c'est volontaire. Lorsqu'il ne déclare pas, c'est volontaire. Lorsqu'il ne... Voilà. Donc moi, je vais arriver pour expliquer, pour tenter d'expliquer, d'humaniser la situation, de montrer que l'erreur, elle est souvent technique, parfois involontaire, et que, alors, sur les pénalités, soit qu'elles ne sont pas méritées, mais parfois sur le droit, sur le fond, expliquer en quoi les fondements juridiques employés par l'inspecteur ne sont pas les bons, parce qu'il y a une grosse problématique de qualification du revenu. C'est une chose de redresser un entrepreneur, mais encore faut-il mettre le revenu en question dans la bonne catégorie d'impôt. Du coup, c'est très important de t'avoir autour de la table, parce que pour nous, qui sommes en train d'essayer de vulgariser, c'est ça, hein, les collègues, on essaie de vulgariser l'accès à des informations pour ceux qui veulent développer son patrimoine. Il était important de parler, pour ceux qui vont avoir une aventure entrepreneuriale, de comment aussi on se défend, on se protège. Exactement. Et on fait attention. Donc du coup, c'est un épisode qui est intéressant pour nous dans cette réflexion. D'autant plus que ça peut arriver à tout le monde. Ouais, on a tendance à penser que le contrôle fiscal n'arrive que parce que déjà on est coupable, ou parce que déjà on a forcément mal agi. Alors qu'en fait, il suffit d'une petite erreur, il suffit d'une faute d'inattention pour être dans les warnings du fisc et finalement se faire contrôler tout en étant de bonne foi. Ouais, totalement. Exactement. C'est Thibaut qui va un peu prendre les rênes. On va te laisser, Thibaut, pour nous faire une présentation et un peu une organisation de l'émission. On te laisse tranquillement. Donc du coup, déjà, moi je vais être surtout là parce que le contentieux fiscal, le contrôle fiscal, je sais pas du tout, mais pas du tout ce que c'est. C'est vraiment loin de moi. Ça va t'arriver bientôt, t'inquiète pas. J'espère. Non, j'espère pour moi. Mais du coup, déjà, c'est quoi un contentieux fiscal ? Est-ce que le contentieux, le contrôle, c'est pareil ? Parce que du coup, j'arrive pas bien à cerner, déjà. Le contentieux, le contrôle, c'est pareil, oui. Okay. En fait, il faut partir d'un principe qui est simple. Qu'on soit une société ou qu'on soit une personne physique, on paye des impôts. Le contentieux ou le contrôle fiscal, appelons ça comme on veut, c'est lorsque un inspecteur des impôts va venir vérifier si les impôts que l'on a payés suffisent. Est-ce qu'ils sont
bien calculé par rapport aux revenus qu'on a perçus. Okay. Est-ce que les revenus ont été bien déclarés ou pas? Est-ce que on a été bien imposé ou pas? Est-ce qu'on a déposé nos déclarations en temps et en heure ou pas? Le contrôle, il sert vraiment à établir ces choses-là pour qu'à la fin, on est censé être tous égaux devant l'impôt, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des personnes qui payent moins que d'autres juste parce que j'ai oublié de déposer ma déclaration de TVA et puis après on passe à la trappe. Non, il faut qu'à la fin tout le monde ait le même impôt à payer en fonction de la situation fiscale. Donc c'est à ça que ça sert en fait, le contrôle et le contentieux. Ok. Et là aussi, deuxième interrogation que j'avais, on a un gestionnaire de patrimoine avec nous et un avocat fiscaliste. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que le client il va d'abord voir le gestionnaire de patrimoine? Est-ce que comment ça le se comptable passe? peut-être aussi. Le comptable. Ouais. Alors, vis-à-vis du gestionnaire de patrimoine, c'est très simple, on fait des choses totalement différentes. Mais je parle sous ton couvert. Le gestionnaire de patrimoine, pour moi, il vend des produits. C'est-à-dire qu'il va te permettre de gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu as un patrimoine, il va te dire vas-y, investis dans telle action, investis dans tel et tel produit, et ça va faire fructifier ton patrimoine. Moi, je fais fructifier le patrimoine de personne. Moi, j'évite que ton patrimoine soit dilapidé par l'impôt, par la sanction fiscale. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de venir pour sauver, entre guillemets, le contribuable lorsqu'il se fait contrôler, et en tout cas faire en sorte qu'il ait le moins possible à payer, et que le contrôle... Tu fais en sorte que finalement, celui qui se fait contrôler en perde moins que peut-être prévu ou annoncé. Moins que prévu, moins qu'annoncé, et qu'il ressorte de là quasi indemne, parfois indemne. D'accord. Vis-à-vis de l'expert comptable, alors c'est un petit peu plus complexe, mais pour faire simple, l'expert comptable, lui, déjà, il est obligatoire dans toute société. C'est-à-dire qu'on a une société, la société doit déposer des comptes. Les comptes, ils sont établis par l'expert comptable. Mais l'expert comptable, puisqu'il travaille de façon très rapprochée avec les dirigeants, il est aussi amené à avoir des compétences en matière de fiscalité. Pour autant, il n'est pas fiscaliste. C'est-à-dire qu'il peut avoir des compétences en matière de fiscalité, mais il ne fait pas, en tout cas de façon principale, du conseil fiscal. Il ne fait pas de façon principale de l'accompagnement en contentieux fiscal. En tout cas, s'il accompagne en contentieux, il va accompagner que ses propres clients. Okay. Donc, que ses clients qui sont vérifiés. Il ne va pas accompagner monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas son entreprise chez lui dans le cadre d'un contentieux fiscal. L'avocat fiscaliste, il va être là justement pour accompagner le contribuable. Pourquoi ? Parce que l'inspecteur des impôts, il faut bien comprendre ça, il a une formation qui est double. Il est formé déjà principalement en comptabilité. Okay. L'inspecteur des impôts, ils sont très techniques d'un point de vue comptable. D'accord. Mais par contre, ils sont aussi très bons d'un point de vue fiscal. Et c'est ces deux compétences-là qu'a un inspecteur des impôts. Donc, c'est bien, quand on se fait contrôler, d'avoir les deux. Un expert comptable, pour pouvoir parler chiffres et comptabilité avec l'inspecteur des impôts, et un avocat fiscaliste pour pouvoir se défendre, qualifier un revenu, repérer en fonction de ce que dit l'inspecteur des impôts là où il veut aller. Parce que parfois, on répond à toutes les questions lors de rendez-vous et autres, mais faut se méfier parce qu'on peut s'incriminer, en fait. D'accord. Dans des réponses qu'on va donner, on va éveiller le soupçon du contrôleur et on va peut-être lui donner vers une voie, on va lui donner des choses à manger, il va nous Exactement. Par exemple, si tu es en rendez-vous avec un inspecteur des impôts et il t'interroge sur une dépense en particulier, toi, tu peux justifier ça par quelque chose qui te semble logique. J'ai la facture, elle est comptabilisée. Oui, mais si en réalité, cette dépense, je ne sais pas, par exemple, mon vélo, j'explique qu'il me sert essentiellement pour mes courses quotidiennes et pas forcément pour une activité professionnelle, peut-être que ça ne sera pas déductible, peut-être que l'inspecteur des impôts va aller sur autre chose et se demander si ce n'est pas un acte anormal de gestion. Et donc, ça peut avoir d'autres conséquences, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de mesurer ses mots, mesurer ses propos et faire en sorte que, lors du contrôle, on n'en dise pas plus, on n'en dise pas trop pour se faire incriminer. Alors, une question. Quand tu es un entrepreneur, à partir de quel moment tu sollicites l'avocat fiscaliste? À quel moment tu t'entoures de... Justement, je vais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Didier. En fait, déjà, la gestion de patrimoine et la fiscalité, c'est intimement lié. Les deux vont forcément ensemble, puisqu'à partir du moment où tu développes ton patrimoine, à un moment ou à un autre, il va y avoir un impôt qui va arriver par là. Et un célèbre auteur qui disait que rien n'est moins sûr que la mort et l'impôt.
Donc déjà, ça permet d'être clair. Et ensuite, l'impôt, déjà, pour en revenir aussi à l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de taxes foncières, on parle d'impôt sur le revenu, etc. C'est quelque chose qui, historiquement, est ancré notamment en France. Et on va pouvoir en reparler, mais il y a pas mal d'anecdotes sur l'impôt et comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'impôt, dès le départ, que tu sois entrepreneur ou une personne physique lambda, tu vas y avoir droit à partir du moment où tu vas commencer à gagner de l'argent. Ok. D'accord ? Qu'il soit direct ou indirect. Après, deuxième chose, tout à l'heure, le gestionnaire de patrimoine, lui, il arrive en amont de tout ça. C'est-à-dire que je ne dirais pas que je suis un vendeur de produits, je dirais surtout que je suis là pour mettre en place une stratégie et que si ma stratégie, elle est bonne et elle est cohérente avec mon client, normalement, l'avocat fiscaliste, il y a peu de chances qu'il intervienne. Pour moi, l'avocat fiscaliste, il arrive un peu comme un médecin urgentiste. C'est-à-dire qu'on est dans une situation compliquée, on a reçu un recommandé de l'administration fiscale, parce que pour moi, le contrôle, il commence au recommandé. Donc, on a reçu un bon petit recommandé de l'administration fiscale qui vous dit, messieurs, il va falloir qu'on discute. Il y a débat, parce que justement, c'est-à-dire que tu vas voir le médecin quand Pour moi, à partir du moment où on on est bien organisé, on est bien entouré. Après, je dis pas que l'avocat fiscaliste, il n'est pas là pour donner du conseil. Mais de ce que je peux voir, moi, de mes dirigeants ou de mes clients, l'avocat fiscaliste, on le fait appel à lui en urgence. Quand c'est le feu. Après, il faut Quand savoir, c'est le feu. il y a deux types d'avocats fiscalistes. Il y a ceux qui font beaucoup de conseils, ceux qui font beaucoup de contentieux, ceux qui font les deux. Moi, je fais quasiment que du contentieux. Mais Donc, tu es sur la fin déjà. C'est-à-dire qu'il y a moi, déjà un j'arrive problème qui est géré, sur l'urgence. qui arrive. Voilà. Mais j'ai des missions de conseil aussi. Et en Oui. matière de conseil, en tout cas, à mon sens, si demain, il y a une personne qui vient te voir pour te dire qu'il a une holding, il va porter ses parts de sa holding à une société qui est à l'étranger, etc., il a besoin de conseil fiscal, surtout si il est non-résident, ou enfin, il peut avoir tellement d'implications là-dedans. Ou alors s'il te dit, j'ai un revenu qui provient d'une société que j'ai créée aux États-Unis, et en fait, ce revenu il va être encaissé par ma société française, etc. L'implication fiscale, je pense que dans ce cadre-là, en tout cas en matière de conseil, un avocat fiscaliste a toute sa place pour répondre. Et c'est parfois même mieux de faire ça parce que ça évite ensuite le contentieux. Parce que si les sommes sont mal déclarées... C'est ça. Mais le gros problème, et je pense que le gros problème, c'est que souvent, on passe par l'expert comptable en premier. Et quand on se retrouve dans une situation complexe, là, on fait appel à l'avocat fiscaliste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, c'est un peu toujours le même... Parce que l'expert comptable a des compétences en matière de fiscalité. Mais il a des compétences dans son... J'ai envie de dire, dans ce qu'il fait habituellement. Et dans ce qu'il aime faire aussi. Et dans ce qu'il aime faire. Il y a des experts comptables qui n'aiment pas du tout, en tout cas qui ne savent pas travailler avec des conventions fiscales internationales. Donc pourquoi ? Parce que toute la journée, ils font autre chose et ils ne sont jamais avec des conventions. Alors qu'il n'y a pas de fiscalistes qui ne savent pas manier de conventions fiscales internationales. En tout cas, ils seraient bizarres, ces fiscalistes. Donc pour moi, on est utile. On peut être utile en amont, on peut être utile après, lors du contrôle. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment du contrôle, on coûte moins cher que l'administration fiscale. Donc il vaut mieux faire appel à un avocat. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'atteindre une taille en termes de chiffre d'affaires ou en termes de revenus pour un salarié? Parce que je suppose que tu peux intervenir pour des personnes qui sont aussi, j'allais dire, salariés ou cadres, et puis aussi pour des entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un niveau de revenu ou un niveau de CA? Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas sûr que ce soit en termes de niveau de revenu qu'il faille discuter, mais plutôt en termes de type de revenu. C'est-à-dire, le salarié, pour moi, par exemple, alors que pour un CGP, il peut être intéressant, pour moi, il n'est pas vraiment intéressant. Ses revenus, ils sont facilement retracés, ça vient de son salaire, c'est prédéclaré. Même s'il touche 500 000 euros par an, c'est du salaire, en fait. Donc, fiscalement, il y a peu d'implications. En tout cas, il y a peu de complexité. En revanche, un simple auto-entrepreneur qui a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire à l'impôt sur le revenu. On pourra revenir là-dessus si tu veux. Lui, même s'il touche 60 000 ou 80 000 euros par an, à la fin, une erreur peut lui coûter très cher. Et donc là, un avocat fiscaliste qui ne va pas être là au quotidien parce que ça lui coûtera trop cher, mais ne serait-ce qu'avoir pris rendez-vous une fois, peut-être par an, avec un avocat, ça va te coûter quoi ? Le coût d'un rendez-vous, c'est entre 150 et 300 euros. Après, il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça, mais grosso modo, le rendez-vous d'une heure avec un avocat fiscaliste, c'est ça. Au moins, tu seras cadré. Tu sauras si tu as encore le droit d'opter pour ce type de dispositif, parce que ça, c'est une erreur aussi que je vois souvent. Et au moins, ça évite qu'après, 3 ans plus tard, parce que quand le fisc vient, c'est jamais l'année où on fait l'erreur, c'est à la fin du droit de reprise, au moins, tu seras protégé, quoi. Ok. Mais malheureusement, les micro-entrepreneurs
Enfin, je ne sais pas si tu en as eu beaucoup qui ont fait appel à toi. Honnêtement, j'en ai eu, mais c'est vrai que ce sont ceux qui ont pas mal de chiffres. Voilà, les Donc gros. qui vont basculer ensuite en société. Mais par contre, c'est vrai que ce sont eux qui commettent le plus d'erreurs, Ok. mais principalement en TVA. Ils vont dépasser le seuil et ils vont plus savoir. Voilà, ils vont pas la facturer. Et après, il y a ce fameux prélèvement forfaitaire libératoire, parce qu'en fait, quand on est auto-entrepreneur, de base, nos charges, elles sont évaluées forfaitairement. On a notre chiffre d'affaires, voilà, c'est censé être simple, hein, mais c'est l'usine à gaz. On a notre chiffre d'affaires, on applique un abattement forfaitaire pour nos charges et on paye de l'impôt sur ce qui reste, en fait, sur CA moins charges évaluées forfaitairement. Lorsque l'on opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est différent, on a le chiffre d'affaires, mais en revanche, on va appliquer un taux qui va être de 1,7% ou alors 2,2% selon l'activité, et ce taux, c'est le taux de l'impôt directement. D'accord. Et donc, on est imposé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Ok. Sauf que pour pouvoir opter au prélèvement forfaitaire libératoire, il y a des règles et il faut regarder le revenu fiscal de référence N-2. C'est ça. Et donc, tu peux être éligible à ce truc-là au titre d'une année, mais l'année d'après, tu peux ne plus être éligible. Et ça, je vois des contrôles là-dessus parfois. Et le type, franchement, il peut pas savoir. Il a dépassé de 2-3 euros. Et, Ah ouais. Et ça fait mal, hein, parce que du coup, on change totalement de façon de calculer l'impôt. Et du coup, avec les pénalités hautes, surtout que en ce moment, mais je trouve que ça, c'est mon appréciation personnelle, hein, mais je trouve que l'administration fiscale en ce moment, ils ont tendance à mettre des pénalités un peu trop facilement. C'est-à-dire tout le monde est de mauvaise foi, tous les manquements sont délibérés. En tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise. De l'argent, c'est ancien. Mais voilà, c'est ça. L'argent. La justification, la motivation principale, c'est Monsieur X, en tant que dirigeant, ne pouvait pas ignorer que. Bah ouais, mais à ce moment-là, ça marche avec tout le monde. Hein, ne pouvez pas ignorer que. Bien sûr. Et tu sens qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de contrôle. Tu le vois par rapport à tes clients ou par rapport à... Plus de contrôle, non. Non, Je dirais pas plus. Je dirais par contre, c'est beaucoup plus difficile de discuter avec eux dans le cadre des contrôles. D'accord. C'est beaucoup plus difficile de... c'est moins ouvert. La transaction arrive plus difficilement. Et quand elle arrive, en fait... On sait très bien ce que l'on peut négocier. Transaction, c'est lorsque, en fait, à l'issue du contrôle, lorsque le fisc va dire, par exemple, au contribuable, vous devez 40 000 euros plus il y a 20 000 euros de pénalité, je vais transiger. Alors, si je transige, ça veut dire que les 40 000 euros de droit, déjà, eux, ils bougent pas, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais les pénalités, elles peuvent bouger. Elles peuvent bouger normalement de 0 à 100, c'est-à-dire qu'ils peuvent la retirer totalement. Mais à chaque fois, ils la divisent au maximum par 2. Et voilà, donc finalement, c'est une transaction qui très normée finalement, très normée, et qu'on il doit y avoir des consignes et qu'on a du mal à obtenir. bien sûr. Qu'on a du mal à obtenir. Moi, il m'est arrivé il y a quelques semaines de signer avec un client une transaction avec le fisc, donc on est d'accord, le client est d'accord, on signe la transaction, le type il doit 100 et quelques mille euros, et quelques semaines après, il reçoit l'avis de mise en recouvrement, c'est le montant avant transaction qui est mis en recouvrement. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Il y a une erreur. Donc là, on dit, mais maître, on a signé. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais peut-être que j'ai pas envoyé la transaction signée. Mais je vérifie, je l'ai quand même envoyé. J'appelle le fisc, ils me disent, ah bah non, mais en fait, on l'a mis en recouvrement la totalité au cas où. Donc qu'il paye la totalité, on le remboursera. On le remboursera à la suite. Il tente quoi. Il tente. C'est fou d'agir comme ça, en fait. Et toi, tu interviens aussi pour tout ce qui est URSSAF ou pas? Non. En réalité, parce que finalement, c'est lié aussi. C'est très lié. J'ai les compétences pour intervenir en termes d'URSSAF, mais j'ai pas les compétences sur la procédure aujourd'hui. Donc c'est des avocats spécialisés là-dedans? Il y a des avocats qui sont spécialisés en procédure URSSAF. Moi, sur le fond, j'ai aucun souci. Mais la procédure URSSAF, le problème, c'est que c'est de la procédure civile. Et déjà que j'ai du mal avec... j'aime pas trop les juridictions de façon générale, mais quand il faut aller devant le juge civil, c'est vraiment très compliqué et j'aime pas toucher à ça. Monsieur, top, parce que là, on commence à rentrer dans un truc un peu technique. Thibaut, est-ce que tu me suis? Moi, j'en profite. J'ai un avocat avec moi. Des questions à poser, il faut les poser là. C'est maintenant. La consultation, c'est entre 150 et 300 euros. Moi, j'ai retenu. C'est entre 150 et 300 euros, profites-en. J'en profiter. Parce que tu disais... on peut aller négocier au fisc. Ça va jusque où la négociation? Parce que je me suis dit, en fait, la sanction, elle tombe, c'est comme ça. Mais là, du coup, t'es là pour défendre les droits de tes clients, mais du coup, tu peux aller jusque où sur ça? Ce que je disais, en gros,
Dans ce qui va être dû, il y a les droits, c'est-à-dire l'impôt que l'administration fiscale lui demande, et il y a les pénalités. Ok. Donc parce que l'impôt n'a pas été payé en temps et en heure, donc soit ça peut être une pénalité de 10%, de 40% si c'est un manquement délibéré, ou de 80% si on estime qu'il a accompli une manœuvre frauduleuse. Et donc en fait, la marge de manœuvre, elle est que sur cette pénalité. Ok. Mais par contre, ce que j'explique, c'est que cette marge de manœuvre, même si elle est sur la pénalité, en réalité, au maximum, il la divise par 2. Ils vont jamais, c'est très très rare, en tout cas moi, ils m'ont jamais fait ce cadeau-là, de la supprimer totalement. Ok. S'ils la suppriment, ça veut dire que juridiquement, on leur a expliqué, Oui, carte qu'il y a sur eu- qu'il y a table, erreur, quoi. qu'elle ne doit pas s'appliquer cette Ouais. pénalité. Ok. Le problème, c'est que aller expliquer que c'est très difficile, en fait. Ils peuvent très facilement tenir une pénalité pour manquement délibéré parce que c'est l'intention du contribuable au titre de l'année d'imposition. En fait, moi, j'ai beau expliquer que ben non, il n'a pas l'intention, la jurisprudence dit que ceci, cela, mais eux, ils vont dire que oui, bah, il a l'intention, il est dirigeant et puis il a l'intention. Regardez, il avait des avocats fiscalistes avant, ça je l'ai eu aussi une fois. Ouais. Oui, mais c'est pas parce qu'on a, on a eu un avocat il y a quelques années qu'on a été conseillé déjà sur ce point, et en plus qu'on a été bien conseillé, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Et puis c'est mouvant, ça bouge. Hein. La loi Ok. fiscale bouge beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description. Retour à la vidéo. Une question avant de passer sur les petites questions. On a un petit jeu qui va faire Thibaut pour que tu puisses nous répondre à des choses qu'on croit, Des mythes. des mythes. Moi, je voulais juste te poser la question. Est-ce que, du coup, tu as l'impression que ton métier, il est peu connu des entrepreneurs ou encore, oui, c'est le cas, parce que moi, je te dis honnêtement, là, ça fait un petit moment que j'entreprends, et quand on a su qu'on allait te recevoir, et je disais à l'équipe, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un avocat fiscaliste, et je m'interrogeais sur le fait de limite, dans un parcours entrepreneurial, de le faire comme un passage un peu obligatoire à un moment dans les débuts pour pouvoir structurer les choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? moi, je pense que ça peut être utile pour tout entrepreneur Ouais. de rencontrer au tout début, un avocat fiscaliste. Mais ne serait-ce que pour savoir pourquoi il doit faire tel type de société ou une autre, ou alors pour qu'il ait une vision globale de son activité, de comment elle pourra se développer, et des implications fiscales potentielles pour qu'il sache à l'avenir, ok, quand je serai à ce stade-là, je recontacterai parce qu'effectivement, peut-être que je vais apporter mes parts à ma holding et donc je vais être en report d'imposition, etc. Donc au moins tout sera su. Donc oui, je conseille au début. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, je trouve que mon métier est très connu? Oui et non. Alors avec les réseaux sociaux, ça aide, mais de base, on ne fait pas trop de bruit, en fait. Ok. C'est pas... mais ceux enfin, la clientèle des cabinets d'avocats fiscalistes en général, donc de base, c'est les gros dirigeants et les grosses familles, donc des familles à fort patrimoine. Donc elles... Il y a des familles qui ont des avocats fiscalistes depuis toujours, en fait. Donc elles sont bien sûr conseillées, mais maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Et puis moi, je travaille pour ça. Hein. Et est-ce que tu as du coup peut-être 2 critères que tu pourrais donner alors, l'audience, vous pouvez aller aussi contacter Didier si vous en avez besoin, mais si vous ne pouvez pas le contacter, comment tu choisis ton avocat? Quels sont tes 2 critères qui peuvent permettre de dire, OK, tu vas choisir le bon? Parce qu'effectivement, tu vas sur Google, tu tapes avocat fiscaliste, tu as une liste, et tu fais quoi de ça? C'est très Thibaut dur. la chance, ok, le premier, deuxième, il est bien classé. Tu vois, comment tu fais? C'est très très dur pour choisir son avocat fiscaliste en plus. Je dirais, il faut pas hésiter à prendre le téléphone et avoir une petite conversation, ne serait-ce que de 5 minutes, Ok. pour voir si déjà on est pris au sérieux. C'est important de savoir si on est pris au sérieux, parce que si on n'est pas pris au sérieux, le type il va venir,
on va le recevoir, on va lui dire 2-3 trucs et puis allez, c'est bon, basta. Au moins, si on a le sentiment d'être écouté, d'être pris au sérieux, le conseil, il sera lui aussi intéressant. C'est la première des choses que je dirais. Donc après, c'est du feeling. Il faut y aller avec celui qu'on sent le plus. Et pour ce qui est de la fiscalité, après, encore plus sur le contentieux fiscal, je conseille de regarder ceux qui ont pas forcément l'habitude, mais ceux qui en tout cas disent qu'ils ne font que, ou en tout cas qui font pas mal de contentieux. Ok. Parce que une erreur est vite arrivée. J'ai vu il y a quelques semaines un client qui donc il était conseiller, il avait un avocat qui était fiscaliste, mais pas trop, en tout cas un peu fiscaliste. Et en fait, donc sa société est redressée et on lui demande 100 000 euros. Enfin, je crois aux alentours de 100 000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc l'administration fiscale campe sur ses positions, le contribuable aussi. Et à un moment donné, donc l'avocat, il avait le choix, il pouvait saisir une commission départementale pour emmener le contentieux là-bas, pour avoir l'avis de la commission. C'est dans l'ordre logique des choses. L'avocat écrit à l'administration fiscale, et l'administration fiscale, il faut savoir que parfois les inspecteurs des impôts ils font des erreurs, je me demande comment c'est possible. Ils répondent à l'avocat, bah non, on ne veut pas accepter cette demande de saisine puisque la demande n'a pas été faite par le contribuable lui-même. Moi, je vois un mail comme ça, je me dis, mais ils m'ont servi sur un plateau un vice de procédure, en fait. Donc, de base, je n'aurais rien dit. Mais rien dit, j'aurais dit, OK, on avance, on fait avancer le contentieux, et puis dans 2-3 ans, là, je dis, mais en fait, j'avais demandé la saisine. On me l'a refusé. On me l'a refusé. Ouais. Ben non. C'est quoi la saisine ? La saisine, c'est le fait de demander à une commission d'intervenir sur le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le contribuable, il a vu le mail de l'administration fiscale, il a pris peur, il a dit mais non, mais du coup, il refuse la saisine de la commission, je vais écrire. Il a écrit son mail, bonjour, je souhaiterais vraiment saisir la commission. Et là, le fisc a dit oui, du coup, on accepte la saisine. Voilà comment. Okay. Alors, quand j'ai eu au téléphone, je l'ai grondé un petit peu, je lui ai dit mais voilà comment vous avez plomber votre dossier et là il n'y a plus rien à faire en fait. Il y avait un vice de procédure qui vous était servi par le fisc, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait cette erreur là et vous l'avez validé. Et ça, si la personne en face, si son conseil était fiscaliste, en tout cas spécialisé dans le contentieux fiscal, il l'aurait vu et jamais il aurait répondu à ce mail, il aurait dit mais ok, merci beaucoup, on vous dérangera plus jamais. Moi j'avais toujours une question aussi par rapport à ça, c'est est-ce que tu as vu des dossiers où le fisc s'était clairement trompé ? Oui. Est-ce que c'est des choses qui arrivent ? Parce qu'en plus, le fisc, il a accès à toutes les informations de la Terre, et qu'en gros, quand le dossier il arrive à toi, quand on reçoit le recommandé, c'est trop tard. Le fisc a déjà les réponses aux questions. Il veut juste confirmer. Mais est-ce que tu as déjà vu des erreurs claires et nettes et précises du fisc ? La question... Alors moi, j'ai mon biais. Je suis avocat, donc j'ai l'habitude de défendre les contribuables. Donc forcément, faut pas prendre ce que je dis avec je suis pas objectif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ne fâche pas le fisc, parce que moi je vais pas voir moi je suis pas objectif. Je veux dire, c'est que la question, pour rebondir sa question, c'est est-ce que j'ai vu se tromper ? Oui, mais est-ce que c'était volontaire ou pas ? C'est plutôt ça. Ouais. Moi, j'ai vu parfois dans des dossiers des choses qui me font comprendre que cette erreur-là, ils le savent. Ouais. C'est fait exprès, c'est pour qu'il paye plus. J'ai un type qui déclare pas alors c'est des salaires. Il est salarié en France. Donc là c'est le type de salarié qui peut m'intéresser si tu veux. Il est salarié en France et en fait, il y a une partie de son salaire qui est versée sur des comptes à l'étranger. Oui. Franchement, ça a été fait à grande échelle. C'est-à-dire que c'est pas le seul salarié qui est concerné. La boîte, c'est plusieurs vingtaines de salariés. La boîte en question, elle le faisait aussi avec... le dirigeant de la boîte le faisait avec d'autres sociétés aussi. Donc, c'est un gros truc. Il y a eu des perquisitions fiscales. Donc, l'administration, lorsqu'elle vient, donc elle contrôle le dirigeant, mais aussi les salariés. Les salariés, du coup. Elle est censée faire quoi ? Dire, vous n'avez pas déclaré tous vos salaires, je vais prendre vos salaires et je vais vous imposer là-dessus. Elle a dit non. Ce que vous n'avez pas déclaré, ce n'est pas des salaires, c'est une activité indépendante dont je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, je la mets non pas en traitement salaire, mais en BNC, bénéfices non commerciaux. Ça veut dire que l'imposition, ce n'est pas du tout la même. Si je mets en salaire, j'ai un abattement de 10%, grosso modo, et après, je mets le tout au barème progressif. Si je mets en BNC, déjà, il n'y a pas d'abattement qui va s'appliquer là, puisqu'il n'est pas en micro-BNC. Je mets de la TVA. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui. Je mets 20% de TVA et je mets des prélèvements sociaux de 17,2%. Ouais, donc c'est pas mal. Ça fait exploser l'addition en fait.
Et là, quand on explique par A plus B, on a même, parce que vu que c'est un dossier où il y a eu des perquisitions fiscales, donc il y a eu pas mal de PNL, il y a eu pas mal d'auditions. Donc on a même les plaintes de l'administration fiscale où elle dit mot pour mot, ce sont des salariés, ce sont des salaires qui sont pas déclarés. Pourtant, en connaissance de cause, elle te le met en BNC. Qu'est-ce que je veux que je dise? Et quand on demande une transaction là-dessus en disant, bon, écoutez, vous retirez la pénalité 80%, et on peut tomber d'accord parce que oui, il y a une Une pénalité de 80%. J'ai oublié de dire. Donc t'as les En prélèvements, plus- t'as la TVA plus. En plus de ça, Donc c'est ça payé fait, 80. À la fin, on te demande plus que ce que tu as perçu. Oui, bah oui. Donc là, nous, on leur dit, si vous voulez, on peut s'arrêter là. On sait qu'on a les éléments qui démontrent que ce que vous faites, c'est pas bien. Donc, retirez la pénalité, on transige. Ils veulent pas transiger. Pourquoi? Parce que s'ils transigent avec nous, les bruits vont... bien ça va sûr. savoir. Et donc, tous les autres dossiers... Un effet domino. Ça fait Effet jurisprudence domino. en gros. Et voilà. Mm. Donc, du coup, non, ils préfèrent aller jusqu'au bout. On est obligé de saisir le juge pour ça. Et là, c'est en cours. C'est des trucs où... Donc, oui, le fisc se trompe, mais parfois, même, ils font des choses qui, volontairement, ne sont pas légales. Et c'est là où c'est... Le fisc est hors la loi. Ne les fâche pas. s'il te plaît. Je veux dire que Ne le les fisc fâche est hors la loi. Faut pas avoir peur, t'inquiète pas, je serai là. Je serai là. On a un bon avocat au cas où. Tu peux prendre ses coordonnées, c'est bon. Mais du coup, toi, Lionel, en tant qu'entrepreneur, comment tu te prépares? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te prépares à ça? Est-ce que tu mets en place des stratégies pour éviter ces contentieux? Honnêtement, je ne me prépare pas parce que souvent, les entrepreneurs, on pense jamais au pire. Ouais. La mentalité de l'entrepreneur, c'est de penser toujours qu'on va réussir, qu'on va trouver des solutions, qu'on va avancer, qu'on va aller de l'avant. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je lui posais la question, comment il peut nous conseiller sur le fait de choisir un avocat, puisque tout le monde a besoin, je pense, d'avoir un avocat. Mais c'est surtout aussi le fait de se dire que on a l'impression d'avoir des infos aujourd'hui, soit sur les réseaux sociaux, soit auprès de notre comptable, soit auprès de potes qui ont vécu déjà des choses, Ouais. et on se dit, ah ok, d'accord, et on se rend compte des fois que des choses qu'on fait d'une manière, j'allais dire, un peu naïve, sont des grosses erreurs, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien de le faire. Et donc, moi, aujourd'hui, j'avoue, je suis pas encore entouré d'une équipe ou d'un avocat sur cette question-là, et j'ai plutôt tendance à solliciter mon comptable. Non, mais ça peut être très bien et ça peut être utile, ça peut être suffisant, je veux dire. Si l'expert comptable déjà est compétent fiscalement et qu'il est rigoureux. Il y a des experts comptables qui font très bien leur métier et encore plus. Et donc ceux-là, moi, j'ai rien à dire, mais il y en a aussi, il faut le dire, se comportent parfois comme un peu le fou du bus. C'est-à-dire, oh oui, ils vont pas avertir le client sur certaines charges qui devraient pas être déduites normalement. Et donc créer des problèmes à long terme pour le client, et ça peut être dangereux. En fait, on parlait beaucoup, nous, sur notre podcast d'éducation financière, mais il y a une éducation fiscale aussi, du coup. Bien À sûr, avoir. bien Une sûr, vraie bien éducation fiscale, parce que c'est lié. Ah oui, Si c'est on très l'a lié. pas, et beaucoup de gens ont une éducation fiscale juste à travers les on-dit, où tiens, il y a eu un tel qui a eu tel dossier, il a fait ça, c'est passé. On va pas plus loin. Hein. Non, mais regarde On va ce que pas tu plus dis. loin. Le mot que tu as employé, c'est passé. Ça veut dire qu'il y a ce truc de se dire, Ouais. je suis passé entre les mailles du Voilà, filet. moi, je vais pas me faire avoir. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce truc où on ne sait pas si c'est vraiment légal ou illégal, si on est plutôt sur la ligne rouge ou on va tomber d'un côté ou d'un autre. C'est ça. Donc, tu vois, il y a cette manière de fonctionner avec les on-dit qui brouille un petit peu les données. Et puis aujourd'hui, avec des comptables, des fois, qui sont des comptables en ligne ou des comptables dans des espèces de j'allais dire, des call centers où c'est des mecs qui décrochent, en vérité, on n'a plus vraiment de conseils. C'est ça. Voilà. Et parce qu'on essaye de réduire les coûts. Le comptable, lui, il essaye de nous donner des astuces parce qu'il se dit, bon, si je le fais gagner plus d'argent, il va en parler à d'autres. Et donc, moi, je vais avoir plus de clients. Et des fois, on peut tomber sur ce type de comptable. C'est un Non, peu mais en fait, c'est un bancal. peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'il nous faut un gestionnaire de patrimoine de famille comme il faut un fiscaliste de famille, pour moi. Hein. Dans l'idée. Parce qu'il faut avoir un suivi dans le temps. Ne pas arriver comme ça sans avoir le contexte, sans avoir la psychologie de la personne aussi en face. Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle veut juste ne pas payer d'impôts ou est-ce qu'elle veut l'optimiser pour de vrai ?
c'est quoi la vraie question en fait? Ou est-ce qu'elle a fraudé et dans ces cas-là, elle veut juste limiter la casse? Ouais. Ça, avant de le savoir, il te faut un certain temps quand même de pouvoir discuter avec la personne, voir un peu c'est quoi sa psychologie et comprendre où est-ce qu'elle va en venir. Parce que je pense que tu as les infos au fur et à mesure. Tu n'as pas toutes les Alors, infos le premier jour. En fait, ça dépend des profils. Disons que les profils de clients qui ont l'habitude des avocats fiscalistes, ils sont très transparents. Donc, on connaît leurs intentions et en général, ils y vont. Mais il y a d'autres profils que c'est vrai que j'ai beaucoup parce que moi, en fait, à force de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, j'amène à moi une clientèle qui n'allait pas vers les avocats fiscalistes de base. Ok. C'est souvent une nouvelle clientèle. Et eux, c'est vrai que ils marchent à la confiance et au début, ils en disent un peu. Oh oui, alors j'ai fait ça, mais en fait, non, elle n'est pas fictive cette facture. Ils sont vraiment venus faire les travaux. Ouais, d'accord. Donc avec eux, c'est vrai qu'il faut y aller. C'est avec le temps qu'ils disent la vérité. Mais bon, en règle générale, quand quelque chose n'est pas cohérent, parce que moi, si tu me poses une question, en tout cas dans les dossiers que j'ai, quand les clients viennent me voir avant la fin du contrôle, moi, les questions que je pose, c'est les mêmes, si ce n'est pire que celles de l'inspecteur. Je vais dans le détail, je vais vraiment sur le fond, et je demande des pièces. S'il n'y a pas les pièces à la fin, je dis bon, bah, en fait, c'est pas vrai ce que vous me dites. Ou... mais vaut me le dire, parce qu'au moins, on sait à quoi s'en tenir et on sait comment on va se défendre. Du coup, je sais pas, tu vois, ça avait poser cette question-là, mais est-ce que tu préconises d'aller seul au contrôle ou d'y aller avec son avocat? Alors, déjà, en termes de contrôle, ça dépend de quoi on parle. Il y a la vérification de comptabilité, donc là, c'est lorsqu'on contrôle les sociétés. Il y a l'ESFP, l'examen de la situation fiscale personnelle, donc là, c'est lorsqu'on contrôle les personnes physiques. Pour la vérification de comptabilité, en fait, je dirais deux choses. Soit on sait qu'on a pas mal de choses à se reprocher et que c'est tendu. Oui. Dans ce cadre-là, le mieux, c'est d'appeler son avocat fiscaliste et... Tu l'envoies au charbon à ta place. Ah oui, non, mais c'est mieux. Au moins, moi, je fais barrière. J'écoute ce que me dit l'inspecteur. Je dis, bah, je note les questions, je vais voir mon client et voilà. Et toi, tu as les réponses. Voilà. Au pire, c'est l'ignorant. En tout cas, on peut pas me reprocher, moi, de pas répondre. Parce que bah, j'en sais rien, en fait. Moi, c'est mon client. Peut-être qu'il me répond plus depuis 2-3 jours. Peut-être que... Donc, dans ce cadre-là, je dirais que oui. Sinon, si la situation est plutôt claire, clean, et que j'ai affaire à un client qui n'est pas hyper bavard, oui, je l'amènerai avec moi. Mais en règle générale, moi, je préfère y aller moi et pour protéger. Parce que, vu qu'en face, je sais que j'ai affaire, mais j'aime beaucoup l'administration fiscale, hein, s'ils voient cette vidéo. Mais j'ai affaire à des personnes qui vont prendre le moindre soupçon pour une preuve de fraude. Donc, parfois, mieux vaut même pas qu'ils viennent. Et après, pour le SFP, donc là, c'est lorsque la personne physique est contrôlée, en fait, le fisc va venir et, en gros, sur une période d'1 an, si ce n'est plus, va éplucher tous les relevés de compte d'une personne. Donc là, tu as encaissé 50 €, là, d'où il venait ce cash et machin. Donc là, sur ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si on est clean, qu'on peut tout justifier, bah, autant faire venir la personne pour qu'elle s'explique. Mais si c'est des trucs où, alambiqués, où il ne sait pas vraiment d'où ça vient, il y a des centaines de milliers d'euros qui apparaissent sur le compte. Bon. Mieux vaut se défendre après. On se défendra l'envoyer. quand tu auras la proposition de rectification. Non, mais c'est mieux de se défendre quand on a la proposition de rectification, c'est-à-dire quand tout est établi, parce que ça ne peut pas augmenter. Une fois que le fisc a dit, OK, moi je considère que voilà, vous n'avez pas déclaré ça, et donc vous devez tant d'impôts, et si j'interviens à partir de ce moment-là, ça ne peut pas augmenter. Soit ça baisse, soit ça reste là. Et il y en a qui te montent, et après tu arrives devant le juge et les faits tombent et... Non. Déjà... s'ils mentent, en règle générale, on le sait. Okay. Franchement, je vois mal, à part si on me donne un faux document, quelque chose comme ça, mais en règle générale, on le sait. Et après, moi, je vais pas trop devant les juges, ni administratifs, ni judiciaires, mais ça m'arrive quelquefois parce que moi, mon but quand je prends un dossier, c'est de le régler le plus vite possible. D'arriver avec le maximum d'arguments possibles et soit d'obtenir un deal à la fin, soit de convaincre l'administration, ce qui est vraiment très compliqué. Parce que pour convaincre l'administration, j'ai pu sur un même point convaincre le service des impôts de Paris 16e et sur le même point avec Montpellier ne pas y arriver. Ok. Et ça, il faut connaître les gens, avoir l'habitude de les côtoyer, comprendre leurs biais à eux aussi, parce qu'ils en ont un. Moi j'ai un biais, mais ils en ont un aussi. Et pour réussir à les convaincre que ce qu'ils font eux-mêmes, en fait, n'est pas bien et qu'ils doivent se corriger eux-mêmes, ce qui est une science. Donc voilà. Ok.
Avant de passer à tes anecdotes et les erreurs à ne pas commettre pour avoir des contentieux fiscaux, d'ailleurs restez jusqu'à la fin pour avoir ces anecdotes, on va passer à une petite séquence mythe qu'on peut avoir. Et puis on en débat, c'est assez rapide pour avoir le maximum d'infos possible. Ok. Si on est honnête, on risque rien. Ah, t'as la réponse. Alors, on peut être honnête, on peut être de bonne foi et avoir de très belles majorations. Hein. Ok. Donc non, aujourd'hui non en tout cas. Moi, je considère défendre la plupart du temps, en tout cas, des gens honnêtes. Et pourtant, les pénalités, elles tombent aujourd'hui. Hein, donc, Ok, mais du coup, c'est un peu flippant ce que tu dis. Parce que. oui. On voit qu'il y a un homme honnête. oui. Tu peux m'arriver des galères. En fait. Et ça, ouais. c'est le piège. Ok. Désolé de te couper. C'est le piège, c'est que quand les gens se croient honnêtes, disent qu'ils sont honnêtes Ouais. et de bonne foi, ils se disent que du Intouchable. coup, l'administration fiscale sera sympa avec moi puisque je C'est vais ça, tout leur ouais. expliquer. Mais oui. Ils vont dire un peu trop parler et là, ça va se retourner contre eux ensuite. Ok. Donc en fait, il faut toujours être sur ses gardes. Ok. Seuls les gros patrimoines sont contrôlés. Non, ça c'est faux. La plupart des gros contrôles concernent les gros patrimoines, bien sûr, dans ce cas pour ce qui est des personnes physiques, mais l'administration fiscale, elle peut faire deux types de contrôles. Contrôle sur place, contrôle sur pièce. C'est vrai que pour un contrôle sur place, c'est-à-dire lorsque elle va se déplacer chez les contribuables pour aller vérifier les relevés de compte, etc., là, s'il n'y a pas beaucoup d'argent à gratter, j'ai envie de te dire, c'est rare qu'ils fassent ce type de contrôle. Ok. En revanche, le contrôle sur pièce qui est fait depuis leur bureau, c'est-à-dire que là, ils vont juste regarder si les déclarations qui ont été déposées sont cohérentes, conformes, s'il n'y a pas un truc qui est louche. Par exemple, j'ai toujours déclaré des revenus fonciers, il y a une année où il n'y en a pas. Bon, ça peut justifier, hein. Peut-être que les biens ont été vendus, ou peut-être... Mais voilà, un truc louche. Là, dans ce cadre-là, qu'on ait un petit ou gros patrimoine, on peut être contrôlé parce qu'en fait, c'est un contrôle de la cohérence des déclarations. Et du coup, ça, c'est l'IA intervient maintenant. C'est vrai ça ou pas? C'est mythe ou réalité? Alors, Ils utilisent c'est- vraiment l'IA? Il me semble que oui. Alors moi, je ne Ouais. travaille pas avec eux pour te le confirmer. C'est pas un agent double. Mais C'est pas un agent double. non. Mais pour la détection, en tout cas, des erreurs pour les contrôles sur pièces, oui. Ouais, d'accord. L'IA, il semblerait que l'IA Ouais, c'est ce que j'ai pu entendre aussi. leur c'est- permet c'est de... l'IA, ouais. Et une question, est-ce que sur des petites factures, je sais pas moi, 2, 3 euros, ils peuvent aller te chercher quand ils sont fâchés après un contribuable Pas que sur ça. Ok. C'est-à-dire que s'il n'y a que ça comme problème chez toi, déjà, ils ne le verront même pas. Hmm. Mais si par ailleurs, ils viennent pour autre chose, je sais pas moi, ils viennent pour autre chose, ils viennent contrôler ta société pour un autre truc, effectivement, si en plus de ça tu t'entends pas avec l'inspecteur, il va peut-être regarder tous tes tickets repas et dire attention, là ils sont déductibles qu'à hauteur de 5 euros et vous déduisez 15 euros et donc réintégrer à la centime près chaque montant, c'est possible. Mais ils viendront pas que pour ça. Ok. Et juste avant de passer à la prochaine, quand le contrôle sur place, il se passe, c'est quoi? Le gérant, il est prévu ou alors c'est comme dans le loup de Wall Street, il débarque en équipe, ils vont vérifier tout? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est du contrôle sur place, c'est essentiellement le SFP ou alors la vérification de comptabilité. En général, on est prévenu. Ok. Quelques jours avant, ça va se passer. Mais par contre, j'ai des clients qui n'ont pas été prévenus. Et quand on n'est pas prévenu, là, c'est que La brigade financière, là, pour le coup. c'est des brigades, c'est la DIRCOFI, c'est enfin la Direction nationale des enquêtes fiscales, pardon. Et eux, ils arrivent le matin à 6h avec la police. Ok. Ok. Et là, ça rigole pas. Oui. Donc là, là quand ils viennent, souvent, alors 6 heures, moi je le vois souvent dans des cadres internationaux, Ouais, bien sûr. mais des gens de bonne foi. Regardez Angèle, vous avez vu Ah, on n'a pas vu, on n'a pas Non, j'ai suivi. pas vu ça. Alors, Ah si, Angèle, Angèle, la elle a chanteuse. fait l'objet d'une perquisition Oui, fiscale. Ils j'ai sont arrivés un entendu, matin la chez elle, chanteuse. Ok, j'ai pas suivi. dans le 18e. Mais parce que c'est un cadre international. Et elle risque, enfin, je sais pas comment ça va se finir cette affaire, mais grosso modo, ce qui s'est passé avec elle, c'est que elle a une société en Belgique qui encaisse ses droits d'auteur, etc. Mais elle se déclare comme résidente belge, mais elle vit un peu en partie en France, une partie de l'année. En tout cas, elle l'a dit dans ses interviews. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah ok. En fait, elle dit qu'elle est en Belgique, mais elle est en France. Donc, du coup, depuis la France, elle gère sa société qui est à l'étranger. Du coup, la société qui est à l'étranger, ouais. elle a Bien sûr. elle a un établissement Ouais. stable en France. Bien sûr. Et si elle a un établissement stable en France, cette société qui est en Belgique, elle doit payer de l'impôt en France. Et qu'est-ce qu'ils font quand c'est comme ça? Donc, perquisition pour démontrer qu'elle était vraiment en France et démontrer l'établissement stable, etc. Et après ça, la France recouvre l'impôt. Mais de l'autre côté, on a payé aussi côté belge. C'est ça. Waouh. Va récupérer l'impôt belge. Donc,
En fait, et d'ailleurs, pourquoi la Belgique rendrait ses impôts? Pour la Belgique, c'était dû, c'était et Ouais, là-bas. c'est contribuable belge. Sachant qu'il n'y a pas une grande différence par rapport à l'impôt français. Non, c'est ça le pire. c'est ça le pire, c'est que C'est qu'il y a pas une alors grande qu'on n'est différence. même pas sur un schéma Ouais. d'évasion pas fiscale Dubaï, où je suis c'est allé pas- chercher. Non, Bien sûr. elle a payé de l'impôt ailleurs, Ouais. mais eux, ils vont dire oui, mais non, mais c'était pas dû ailleurs, C'est c'était chez dû. nous. Ouais. Et du coup, on peut se retrouver entre les deux, entre deux administrations fiscales qui revendiquent le droit de taxer sans avoir grand chose à dire en fait, parce que la France, voilà. Et là, Ouais, c'est alors dans compliqué. les médias, ils vont dire ouais, la présenter comme une potentielle fraudeuse, mais en réalité, rien du tout. Ce qui lui arrive, c'est juste qu'elle gagne beaucoup d'argent. Et qu'elle a fait un petit peu trop d'interviews. Ouais. Ok. C'est parce que dans ses interviews, elle le dit oui, j'ai passé tout le confinement en France. Et bah oui. Ok. Ah bah oui. Fais attention à ce que tu dis. Ça commence. Créer une holding à l'étranger protège automatiquement. Non. Non, en fait, la société, elle a beau être au Nicaragua, elle peut être où vous voulez, tant que tu es en France, la société peut avoir ce qu'on appelle un établissement stable en France, en fait, à travers toi. Et donc, du coup, on va considérer que c'est en France que la société doit payer ses impôts, en tout cas. Ok. Mais Donc, du coup, je suis influenceur à Dubaï. Je viens en France moins de 6 mois par an. Je suis fiscalisé uniquement à Dubaï. Alors, si on a fait une expatriation en bonne et due forme, que je vis effectivement à Dubaï, qu'en France, j'ai rien. C'est-à-dire non seulement je n'ai pas d'habitation Donc, j'ai personnelle, mon adresse à Dubaï. j'exerce pas d'activité, j'ai pas d'intérêt économique en France, je suis fiscalisé à Dubaï, je paye mes impôts là-bas. En France, je viens pour des vacances. Mais quand on dit pas d'intérêt économique en France, ça veut dire que tes revenus ne proviennent pas de ton audience en France. Et est-ce qu'on intègre dedans les revenus fonciers, les revenus immobiliers dans le. On pas peut d'intérêt intégrer dedans, mais là où C'est un je sujet, suis d'accord les et pas d'accord influenceurs. avec ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas encore vu de contrôle du fait que je vis à l'étranger et je vends à des Français, donc du coup, parce que vous vendez à des Français, vous devez payer de l'impôt en France. J'ai pas encore eu Ok. ce cas-là. Mais après, en tirant par les cheveux, c'est pas impossible qu'il arrive demain. Après, les revenus fonciers, est-ce qu'ils sont pris en compte? Oui, c'est sûr que si je vis à l'étranger, que j'ai un fort patrimoine immobilier en France, C'est possible. et que ce qui est possible, et que c'est l'essentiel de mes revenus au final, parce qu'à l'étranger j'exerce pas d'activité, j'ai potentiellement mes intérêts économiques en France. Oui. Donc Ok. oui, dans ce cadre-là, même si je suis parti, je suis encore résident en fait. Donc Attention à ça, du coup. attention à ça. Et les influenceurs, on les pointe du doigt souvent, mais moi j'ai envie de dire, à partir du moment où ils partent vraiment, ils ont bien fait leur truc. S'ils sont partis, on a le droit de partir parce qu'on veut pas payer d'impôts. Le truc, c'est qu'il faut vraiment partir et après assumer, mais on a le droit de partir. C'est ça. Mais le truc que j'aime pas avec certains, qui parfois m'ont contacté, parce que eux, du coup, ils voient mes vidéos. Eux aussi, ils te donnent des devoirs. Je veux dire que je suis parti, mais en fait, je suis encore Je là. suis encore un peu là. Ouais, ben non, en fait. Ouais. Soit tu pars, sinon tu restes et tu payes ici. Mais on fait pas les deux en même temps. Ok. Ok. L'optimisation fiscale attire forcément au contrôle. Non. L'optimisation fiscale, si c'est bien fait, si c'est pas agressif, ça attire pas forcément un contrôle. Ce qui va attirer un contrôle, c'est si on a l'idée et cette idée, pouf, bizarrement, elle fait sauter tout un impôt. Il y a plus d'impôt sur les sociétés, il y a plus de là c'est une optimisation qui peut être agressive et donc amener à un contrôle fiscal. Mais si c'est bien fait, non, il y a pas de raison. De toute façon, quand on parle d'optimisation, essentiellement aujourd'hui, les trucs qu'on voit, c'est des trucs simples. Hein. J'ai ma holding, je fais un régime Murphy pour la remontée des dividendes, l'intégration fiscale. Alors, je vais optimiser mes charges, etc. C'est pas des trucs. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Ouais. Quoi. Mais, enfin bon, j'allais parler d'autres choses, mais j'allais dire là où ça peut être dommage, c'est lorsque ces choses qui ne sont pas extraordinaires, on va aller les incriminer, aller mettre en place une taxe pour dire ah oui, mais si le dirigeant il touche pas son argent, il faut que la société paye. La taxe Zugman. Voilà, je veux dire, C'est mais ça. en fait, Ouais. si l'argent, en fait, dans tous les cas, il a payé l'impôt sur les sociétés, donc pourquoi vouloir retaxer quelque chose? Retaxer. C'est Après, moi, ce que je remarque aussi par rapport à ce que j'ai pu voir dans les chefs d'entreprise que je côtoie, c'est qu'aujourd'hui, en France, mieux vaut avoir son argent encapsulé dans des personnes morales qu'en direct. Je sais oui. pas si tu es d'accord avec En moi. fait, que la ce logique, soit de c'est ça. l'argent, des actifs immobiliers, peu importe, mais créer des structures personnes morales
et éviter de les avoir en direct, sinon vous allez vous faire Si elles sont à l'IS, mais sinon si elles sont à l'IS, ouais. si elles sont à l'IR, ça change pas Ah grand oui, chose. on parle bien l'IS, ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est mieux, mais après il faut être à un certain niveau. Moi je conseille pas aux primo-accédants, à la personne qui achète son premier bien immobilier, De créer une SCI pour de mettre sa créer une résidence SCI principale à dedans. l'IS. Enfin, faut arrêter. Ça, on l'a entendu plein de fois. Tu fais d'abord toi LMNP tranquillement, et C'est puis ça, quand tu auras un fort patrimoine immobilier, là on peut penser à des Bien sûr, bien sûr. schémas optimisants de ce type. Mais oui, tu as totalement raison. Et est-ce qu'il y a des montages fiscaux qui attirent plus l'œil que d'autres Il y en a qui sont pointés du doigt par l'administration, et ça vise, en tout cas celui que je vois le plus en ce moment, c'est alors souvent c'est des personnes qui sont dans l'informatique, en tout cas c'est des gens qui font du conseil et qui vont le faire en portage salarial via une société qui est à l'étranger, souvent en Suisse. Ok. En gros, je travaille en France, Ouais. mais j'ai ma société suisse qui me verse un salaire, Ouais. mais la prestation de service, elle est faite en France, potentiellement chez Bouygues, chez Orange, ou voilà. Ça, c'est un montage que l'administration fiscale n'aime pas du tout. Pas du tout, et quand ils tombent dessus, ça fait mal. Et pourquoi ils aiment pas, du coup? Ils aiment pas parce que, en fait, on échappe aux cotisations sociales en faisant ça. Essentiellement. Et en plus, lorsque ces personnes déclarent, parce que souvent c'est sous couvert de je déclare mes revenus, eux ils vont te dire je déclare mes salaires, mais en fait ils vont les déclarer en remplissant aussi une case qui leur permet de dire qu'ils ont un crédit d'impôt égal à l'impôt français. En fait, ils appliquent la convention fiscale franco-suisse pour dire que bah voilà, j'ai un crédit d'impôt égal à l'impôt français, donc en fait j'ai déclaré mes revenus mais j'ai pas payé d'impôt, mais par contre j'ai déclaré. Et de l'autre côté, pas d'URSSAF alors que je travaille en France. Donc l'URSSAF, en fait. Et le pire, c'est que lorsqu'ils arrêtent de faire ce montage-là, ils ont droit au chômage en France. Ah oui. Puisqu'ils sont transfrontaliers, donc Ah ils bénéficient de... ouais, c'est beau. Voilà. Elle est belle. Donc, Ah ouais, c'est beau. Elle est belle. Ah ouais. Elle est C'est très, beau. très Donc, belle. la liste... Ah oui, là- jusqu'au moment où tu te fais Ah attraper. ouais, elle est belle. Voilà. Elle est belle. Donc, tu cotises pas, t'as le droit au Ah, chômage. ils y croient. Ah oui, ils y c'est croient pas fort, mal. les mecs. Ah ouais. Ouais. Donc ça, ils aiment vraiment pas. Et quand ils tombent dessus, donc le salaire, ils le remettent en BNC. Ça, c'est la classique. TVA, majoration de 80%. Et puis on s'en Total, sort à devoir plus que ce que l'on a gagné. Et on en parlait justement il n'y a pas longtemps là, de la taxe Puma, où on disait en fait on en revenait à la rémunération du dirigeant. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, un dirigeant dit moi je veux pas beaucoup me payer, je veux pas beaucoup payer de charges sociales, donc je vais me mettre à zéro et je vais prendre que du dividende. Ouais. Et là on parlait de la fameuse taxe Puma Ouais, il y a on pas en parlait il y a pas longtemps. longtemps. Et on se disait en fait non, il y a une taxe qui arrive Voilà, à ce c'est ça, moment-là, c'est donc que faites attention. C'est exactement ça. Les schémas d'optimisation de ce type qui consistent à dire je vais me payer 100% en dividende. Oui, bon, pourquoi pas, mais après il faut être prêt à payer d'autres taxes, et notamment la taxe Puma. Et après, pareil, hein, pour ce qui va être de ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, de les trucs du type pour payer le moins d'impôts possible, il faut forcément faire sa SAS et se verser des dividendes. En règle générale, le URL ou la SARL, même pour des dividendes, c'est souvent plus avantageux. C'est ça. Donc, Ou se verser un salaire strict minimum pour juste avoir les trimestres de retraite. Et c'est suffisant, mais en fait, faut regarder. C'est un global, encore une fois. C'est un global, voilà. Donc, de toute façon, des schémas optimisants, il y en a plein, mais c'est pas. Ils sont différents selon la personne. C'est-à-dire qu'il faut regarder en fonction de qui on est, de ce qu'on fait, de ce que l'on gagne, de comment on vit, du mode de vie de la personne. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui. Faut pas appliquer un schéma parce qu'on l'a vu ailleurs en se disant voilà, je l'ai vu à tel endroit, donc ça va être super pour moi. Donc il n'y a pas de solution miracle pour éviter les taxes. Il n'y a pas de solution miracle. Ah si, la solution miracle, c'est de ne pas gagner d'argent. Ça, ça c'est la meilleure solution. Tu ne gagnes pas d'argent, a priori, tu n'as pas de taxe. Hein. Et on t'en reverse. Il y a des chances. Ouais, des chances. Ok, donc du coup, les mythes, c'est bon. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est les erreurs les plus communes que tu vois, celles qui vont faire le plus mal, et des anecdotes croustillantes que tu as pu avoir avec ce genre de cas. Alors, il en faut 3 des erreurs. Je les ai notées. Je peux regarder. Ah bah oui, bien t'es note, bien sûr, regardez, parce regardez. que je sais plus entre ce que j'ai noté et ce que j'ai peut-être déjà dit. Et moi, Ouais, j'ai pas de vu, souci. je sais pas si. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand même, déjà au Moyen-Âge, l'État français avait une capacité à créer de l'impôt qui était incroyable quand même.
Faut le savoir. C'est juste exceptionnel. Moi, j'adore. Il faut savoir qu'on est les créateurs de la TVA. Hein. C'est- Non, mais on est quand le même au monde top entier du nous top. a imités. Hein, C'est donc, ça, la TVA. Mais on est au top Ouais. du top. Faut le savoir. En France, au niveau de l'impôt, c'est impressionnant. Tout ce qu'on a su créer comme impôt. Non, Comme, les impôts, on est fort, on est fort. on est très... Et comme je disais, ouais, à l'époque, c'était dans fin des années, fin 18e, ils ont créé une taxe, parce qu'ils avaient besoin du coup d'argent, une taxe sur les fenêtres et les portes. Parce qu'ils Ouais. se sont dit que ceux qui avaient beaucoup de fenêtres et beaucoup de Ils avaient portes, beaucoup d'argent. ils avaient beaucoup d'argent. Donc du coup, ils ont créé, mais pour de vrai. Ils sont bons, ils sont Et bons. derrière, les il y a eu encore une révolution. Et souvent, les révolutions d'ailleurs françaises, il y a une grosse partie qui est liée à la fiscalité. et Finalement. souvent, les premiers qui se sont tués, c'est les inspecteurs. Hein. En 1700 Voilà. Non, non, mais c'est terrible. Mais en 1789, c'est ce qui s'était passé. C'est les inspecteurs qui ont été tués en premier. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est. Donc on parle d'un sujet qui est Bon, tranquille, les gars. bouillant. Il va Donc, se faire ban, En termes de. Donc, je voulais parler des vices de procédure. Donc, le fait que. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Oui. il faut les sortir au bon moment. C'est-à-dire que. On peut repérer un vice de procédure, mais c'est pas pour autant que on va alerter les sirènes et dire coucou, vous avez fait une erreur, parce que le problème du vice de procédure, s'il est sorti trop tôt, l'administration peut se rectifier. Et si elle se rectifie, en fait, ça servait à rien. Ça servait à rien. Il faut toujours avoir le bon timing. Je l'ai vu encore dans un autre dossier où ce qui s'était passé, c'est que l'administration fiscale. Alors, l'administration envoie sa proposition de rectification. Je réponds. Alors moi, il faut savoir que selon les dossiers, je réponds pas toujours de la même façon. C'est-à-dire que parfois, il y en a, je vais envoyer des accusés de réception. Parfois, j'envoie des courriers simples. Parfois, j'envoie un mail. Ah oui, d'accord. Je jauge Ok. en fonction de pas mal d'éléments, mais je Ok, jauge. tu juges, ok. Et là, je me suis dit, le mail, parce que je sais que l'inspecteur, il n'avait pas l'air d'être très rigoureux sur ses mails. J'envoie par mail la réponse. Il répond pas, alors qu'il m'avait déjà répondu à un mail quelques mois auparavant. Hein. Donc je sais que cette adresse mail fonctionne. Il répond pas, et tout de suite après la proposition de rectification, il envoie l'avis de mise en recouvrement. Du coup, moi j'ai mon vice de procédure. J'ai répondu, il n'a pas répondu aux observations du contribuable. Ok. Donc là, dans ce cadre-là, on attend. On dit ok, très bien. Alors, faut calmer le client, hein, parce que pendant un moment, le client il boue. Oui, mais vous avez répondu, il n'a pas répondu. On lui dit non, on a encore 10 mois devant nous. On va attendre. Faut être sûr de son coup, quoi. Bah oui, on va attendre le 1er janvier. Et quand l'année sera prescrite et qu'ils ne pourront plus contrôler, on va sortir le vice. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir le sortir. Ouais. Voilà, le maîtriser, le sortir au bon moment. Autre anecdote que je peux avoir. Donc j'allais dire, il faut toujours... Ah oui, ça, quelque chose que je vois souvent. C'est-à-dire que souvent, ça c'est un comportement de coupable. Hein. Je tiens à préciser. Je suis contrôlé par le fisc et donc je me dis que tant que je les rencontre pas, tant que je réponds pas, il se passe rien. Ça sert à rien. Et du coup, ils évitent l'administration. Ils répondent à aucun courrier. Ils envoient aucun document. Ils font les morts. Faut jamais faire ça avec le fisc, parce que le fisc n'a pas besoin de vous pour faire son contrôle. Le fisc n'a pas besoin de vous pour réévaluer vos impositions. En fait, vous êtes là parce que vous faites partie de la procédure, mais si vous voulez pas être là, vous n'êtes pas là. Et le problème quand on fait ça, c'est que eux ils disent OK, ils vont dresser un PV d'opposition à contrôle fiscal, et les redressements qu'ils vont notifier, ils vont être majorés de 100%. Waouh. x2. Ok. Alors que si on est présent, alors même si on dit rien, au pire on peut être là mais ne rien dire quoi. Si on est présent, qu'on envoie un document par-ci par-là, qu'on essaie de répondre, au moins qu'on tente, sans s'accabler bien sûr, dans ce cadre-là, on a déjà moins 100% quoi. Donc, Totalement. et parfois Ne pas franchement, faire de mort, ouais. et quand Faire on le se mort. prend l'opposition, il faut pas faire le mort. L'opposition à contrôle fiscal, elle fait mal. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Mais c'est vrai que c'est un comportement de type qui a quelque chose à se reprocher. Et c'est difficilement rattrapable en plus. Ok. Et après, je dirais, il faut toujours se défendre quand on est contrôlé, toujours répondre à l'administration, parce que on n'imagine pas qu'ils seraient capables d'aller jusque vendre notre habitation principale, mais c'est possible. Et je l'ai vu dernièrement dans un dossier. Le type, il se défendait, mais tout seul. Quand je dis se défendre, c'est se défendre vraiment avec un avocat et faire de la procédure, déposer une réclamation contentieuse, aller saisir les juges lorsqu'il le faut, etc. Il s'est jamais vraiment défendu. C'était vraiment alambiqué. Il envoyait ses courriers propres. Il faisait des calls avec l'inspecteur. Ça a duré des années. En fait, à un moment donné, entre, je crois, 2022 et 2024-25, il se passait rien. Ça Il s'est peut dit... durer combien de temps comme ça, un contrôle? Alors,
Le contrôle, lui, normalement, les opérations, elles durent, ça peut être 3 mois pour certaines sociétés, sinon, c'est pas limité dans le temps. Quand ils arrivent, ils disent qu'ils vont contrôler la société. Pour les grosses sociétés, ils n'ont pas de limite de temps, mais en moyenne, c'est quelques mois. Les opérations de contrôle, donc de vérification. Après, une fois que la proposition de rectification est notifiée, donc que l'on sait ce que l'administration demande aux contribuables. Il y a des recours, et c'est ces recours qui peuvent prendre du temps. Exactement. Et donc là, on sait ce que demande le contribuable. Donc là, le contribuable, il répond pas, peu importe. Après, ils envoient la facture, c'est l'avis de mise en recouvrement. Et entre l'envoi de l'avis de mise en recouvrement et le moment où ils vont vraiment faire les saisies sur le compte, là, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire que parfois, ça peut aller très vite. En 3 semaines, ils sont là, ils envoient une mise en demeure, lettre de relance, etc. Et ils demandent de payer. Mais parfois, il peut se passer des mois, des années, où il se passe rien. Et là, on se dit, ils m'ont oublié. En fait, ils n'oublient pas. Ils n'oublient jamais. Et par contre, quand ils reviennent, Ils sont prêts. Voilà, ils reviennent beaucoup plus forts. Et mais j'ai bien aimé, moi, ton anecdote là, que tu avais mis sur Instagram sur la matière première là, dans la crêperie. Ils sont venus contrôler. Moi, j'aime bien sur la partie. J'ai un biais, moi, côté entreprise. Mais comment ils arrivent à aller contrôler des commerçants par rapport à la recette et par rapport à leur matière première pour voir. Bah oui, mais ce que je disais, c'est que les inspecteurs, ils sont formés aussi bien en fiscalité qu'en compta. Et du coup, lorsque on a une comptabilité qu'ils estiment pas probante, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'erreurs comptables pour eux. Donc du coup, par exemple, des factures qui sont mal numérotées, pas mal d'erreurs comptables qui fait dire que la comptabilité, elle tient pas la route. Dans ce cadre-là, eux, ils vont dire, OK, vous faites quoi? Vous êtes boulanger, vous êtes pâtissier, vous faites des crêpes? OK. Bah, je vais réévaluer en fonction de ce que je vois de vos achats, ce que doit être votre chiffre d'affaires. Et donc là, ils vont se plonger dans l'activité du contribuable pour voir, là, dans le cas en question, comment on fait les crêpes, combien de grammes il faut pour faire des crêpes, pour voir ensuite combien de crêpes sont vendues, a priori, et pour pouvoir redresser la société à ce titre-là. Et ça peut faire très mal parce que ces évaluations-là, elles sont faites... il y a toujours c'est toujours mal foutu en fait. C'est très dur de retomber sur quelque chose d'économiquement qui soit viable. Mais ils ont des obligations à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire quelque chose qui soit complètement déconnant. Et donc dans ce cadre-là, nous on intervient justement pour leur rappeler ça et pour nous-mêmes proposer une évaluation qui va se substituer à la leur. Donc parfois moi aussi je vais me replonger dans c'était pas mon client pour la pâte à crêpes, mais ça peut être dans d'autres activités. Moi je l'ai fait pour des gens qui sont dans les travaux, le gros œuvre, etc. Pour me replonger dans tout ce qui est acheté, pour dire voilà, a priori le CA il est de temps parce que tant. Et là ce que vous avez fait c'est pas bien parce que votre méthode, elle est biaisée pour telle et telle raison. Donc, c'est de la comptabilité analytique, quoi. Exactement. Il y a un peu beaucoup de ça. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Parce que, du coup, on est vraiment avec l'entrepreneur et on doit comprendre l'activité. Et surtout, quand on arrive à démontrer que la méthode de réévaluation qui est faite par l'administration, elle est mauvaise, du coup, on en substitue la nôtre. Et la nôtre, en fait, après, on met ce qu'on veut dedans. C'est à nous de la montrer, de la présenter sous le meilleur des jours et de faire en sorte qu'elle soit le plus crédible possible, en tout cas plus crédible que celle de l'administration. Et donc, on peut, sur ce type de dossier-là, avoir de bons résultats. Maintenant, parfois, la décision de justice en question, c'est une cour administrative d'appel. Et le type a perdu. Donc, bon. J'ai une dernière question, parce que l'heure tourne et on arrive vers la fin du podcast. Il y a aussi ce mythe, parce que tout à l'heure tu posais des questions autour des mythes, que justement l'avocat ça coûte très cher. Donc toi tu dirais quoi pour répondre à ça et pour que les gens puissent solliciter un avocat? Je suis d'accord avec le fait qu'un avocat coûte cher. En tout cas un avocat fiscaliste coûte cher. Mais attention, moi je fais du contentieux fiscal, je ne peux pas coûter plus cher que le contrôle fiscal. Je viens pour réduire l'addition. Donc en fait mon gain on le voit tout de suite. Oui, sur le moment, il y aura peut-être une somme à débourser, mais si c'est pour gagner 50, 100 ou 200 000 euros à côté, même si tu as payé 15 000 euros ton avocat, c'est quoi à la fin? Il vaut mieux devoir de l'argent à son avocat que devoir de l'argent au fisc. Moi, je ne vais pas faire des saisies sur son compte, sur le compte de mes clients. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'ici. Donc oui, ça peut avoir un coût, mais c'est un coût qui est bien amorti, puisque normalement, très vite, on voit les résultats. C'est ça, qui rentre en fait dans le gain Et supposé. puis, honnêtement, le fisc te contrôle, tu dois 300 000 euros avec ta société. À titre personnel, tu dois 50 000 euros. Franchement, dans tous les cas, tu n'as pas cet argent, disons.
ça te coûte quoi de payer 10 000 ou 15 000 euros à un avocat qui va te défendre de la meilleure des façons? Autant mieux vaut le payer et tenter le coup. C'est ça. que laisser faire et se dire bon bah voilà, et à la fin tu dois 300 000. Enfin, autant bien payer. Donc oui, c'est sûr que ça a un coût, mais c'est le coût d'une défense qui soit solide, quoi. Ok. Bah, merci pour ta réponse. D'autres questions, Thibaut? Une petite dernière Vas-y. avant la fin. Est-ce qu'une fois que tu as eu un contentieux, l'administration fiscale, elle est sur tes côtes tout le temps, tu vas être surveillé de plus proche? Bonne question. Oui. En tout cas, les déclarations qui suivent, elles vont être regardées attentivement. Et ça, il faut faire attention parce que, effectivement, si on a été contrôlé, qu'on a pris des pénalités et autres, et qu'on reproduit le même schéma, bah, ils n'aiment pas. Et en tout cas, ils vont revenir. Donc oui, ils vont regarder et ils vont faire très attention. J'ai déjà vu ça dans des dossiers où ils ont relevé des erreurs. Ça s'est bien passé une première fois, ils reviennent 3 ans après, et en fait, c'est les mêmes choses qu'ils voient. Et là, ils contrôlent avec l'antériorité, et quand ils contrôlent en faisant toujours des rappels à « on vous avait déjà dit », alors là, vous pouvez être sûr que ça va faire compliqué. mal. Ah ouais, ça Ok. peut être compliqué. Écoute, merci beaucoup Didier. Merci. Franchement, Ah, c'est Didier, top. c'était super. Merci pour l'invitation. Moi, j'en profite avant de terminer ce podcast pour faire encore un message à l'audience, pour leur dire du coup de partager. Si vous êtes là jusqu'à la fin du podcast, c'est que vous avez apprécié le podcast. Laissez des commentaires, likez et allez suivre Didier. On va lui mettre ses liens et toutes toutes les infos pour que vous puissiez le solliciter. Et puis, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas de code promo, je suis pas influenceuse. Désolé, les gars. Désolé. Alors, il y en a pas. Il n'habite pas à Dubaï. Si j'arrive à vous éviter un contrôle fiscal de qualité, Pensez à grâce moi. Didier, là, c'est vous qui me reverserez un petit jeu de facture, les gars. Merci beaucoup, Didier. Merci. 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 Merci.